Lorsque je me sentis plus tranquille, je m'approchai de la porte. Faustine, Dora, sa voisine de table, et Alec montaient l'escalier. Faustine se déplaçait avec une lenteur étudiée. À cause de ce corps interminable, de ces jambes trop longues, de cette folle sensualité, je risquais de perdre ma sérénité, l'univers, mes souvenirs, mon angoisse si pleine de vie, et cette richesse qui m'a été donnée de connaître les habitudes des marées et plus d'une racine inoffensive. Je l'ai suivi, les vis disparaître soudain dans une pièce. En face, je trouvais une porte ouverte, une chambre éclairée et vide. J'y entrai avec beaucoup de prudence. Quelqu'un s'était trouvé là et avait sans doute oublié d'éteindre la lumière. L'aspect du lit et de la table de toilette, l'absence de livres, de linge, du moindre désordre, tout me garantissait que personne ne l'habitait. L'inquiétude me reprit lorsque les autres habitants du musée se retirèrent dans leur chambre. J'entendis leurs pas dans l'escalier et voulus tourner le commutateur, mais cela me fut impossible, il était bloqué. Je n'insistai pas. Aussi bien, une lumière s'éteignant dans une pièce inhabitée eût-elle attiré l'attention. Si ce n'avait été à cause de ce commutateur, je me serais peut-être abandonné au sommeil, tenté par la fatigue, les nombreuses lumières que je voyais s'éteindre sous les portes, et aussi la tranquillité que me donnait la présence de la femme à la grosse tête dans la chambre de Faustine. Je songeais que si quelqu'un venait à passer dans le couloir, il entrerait dans ma chambre pour éteindre la lumière. Le reste du musée était maintenant plongé dans le noir. C'était sans doute inévitable, mais ne présentait pas un grand danger. S'apercevant que le commutateur était bloqué, la personne s'en irait pour ne pas déranger les autres. Il me suffirait de me cacher un peu. Je pensais à tout cela lorsqu'apparut la tête de Dora. Son regard me balaya. Elle s'en alla, sans chercher à éteindre la lumière. Je demeurais dans un état de frayeur presque convulsive. Je résolus de m'en aller, mais avant de sortir, je parcourus en imagination la maison, à la recherche d'une cachette sûre. Il me coûtait d'abandonner cette chambre qui me permettait de surveiller la porte de Faustine. Je m'assis sur le lit et m'endormis. Un moment après, je vis Faustine en songe. Elle entrait dans la chambre, elle venait tout près de moi. Je m'éveillai. Il n'y avait plus de lumière. Je m'efforçais de ne pas bouger, de m'habituer à voir dans le noir, mais je ne pouvais réprimer ni ma respiration haletante, ni mon épouvante. Je me levai, sortis dans le couloir. J'écoutais le silence qui avait succédé à la tempête. Rien ne le troublait. Je me mis à parcourir le couloir, avec la sensation qu'une porte allait s'ouvrir soudain et que je me trouverais à la merci de mains brutales et d'une voix implacable, railleuse. Le monde étrange qui m'avait obsédé ces derniers jours, mes conjectures et mes angoisses, Faustine, tout se résoudrait en une étape éphémère, sur le chemin de la prison et de l'échafaud. Dans l'obscurité, je descendis l'escalier avec précaution. Je parvins à une porte et voulus l'ouvrir. Et ce me fut impossible. Je ne pus même pas arriver à faire tourner le bec de canne. Je connaissais ces serrures qui bloquent la poignée, mais je ne comprends pas le système des fenêtres. Elles n'ont pas d'espagnolette et les clavettes sont bloquées. Je me persuadais de mon impossibilité de sortir de là. Mon agitation augmentait, et peut-être à cause de cela, et aussi de l'état d'infériorité où me mettait le manque de lumière, je m'aperçus que les portes intérieures elles-mêmes refusaient de s'ouvrir. Des pas, dans l'escalier de service, mirent le comble
à ma précipitation. Je ne sus comment quitter la pièce. J'avançais sans bruit, guidé par un mur, jusqu'à une de ces énormes coupes d'albâtre. À grand-peine, et malgré le danger, je réussis à me glisser dedans. Je demeurai aux aguets, longtemps, coincé entre la surface glissante de l'albâtre et la fragilité de l'ampoule. Je me demandais si Faustine était restée seule avec Alec ou si l'un des deux était sorti avec Dora, ou bien avant ou après elle. Ce matin, j'ai été réveillé par le bruit d'une conversation. J'étais trop faible et engourdi de sommeil pour écouter. Un peu plus tard, tout bruit avait cessé. Je voulus m'en aller de ce musée. Je me dressai, tremblant de glisser et de réduire en miettes l'énorme ampoule et à l'idée que quelqu'un pouvait voir surgir ma tête. Complètement épuisé, laborieusement, je descendis de ma vasque d'albâtre. Pour donner à mes nerfs le temps de se refaire, je me réfugiai derrière les rideaux. J'étais si faible que je ne pouvais les remuer. Ils me paraissaient aussi rigides et lourds que ces rideaux de pierre qui ornent certains tombeaux. Mon imagination évoquait douloureusement le beau pain blanc et d'autres nourritures propres au monde civilisé. Je les trouverais sans doute dans l'office. Je passais par de légers évanouissements, des envies de rire. Intrépide, j'avançais jusqu'à l'entrée de l'escalier. La porte était ouverte, il n'y avait personne. Je passais dans l'office, avec une témérité qui m'emplissait d'orgueil. J'entendis des pas. Je voulus ouvrir une porte donnant sur le dehors et me heurtai de nouveau à l'une de ces serrures inexorables. Quelqu'un descendait l'escalier de service. Je courus jusqu'à l'entrée. Je pus voir, par la porte ouverte, le départ d'une chaise de paille et d'une paire de jambes entrecroisées. Je revins vers l'escalier principal. Là aussi, j'entendis des pas. Il y avait du monde dans la salle à manger. J'entrai dans le hall, aperçus une fenêtre ouverte. Et presque en même temps, d'un côté, Irène, avec la femme qui parlait l'autre jour de Revenant, et de l'autre, le jeune homme aux gros sourcils touffus, un livre ouvert à la main, qui s'avançait vers moi, en déclamant des vers français. Je pris un temps, puis j'avançai résolu au milieu d'eux, les frôlant presque au passage. Je me précipitai par la fenêtre, et les jambes toutes endolories par la chute, car il y avait plus de 3 mètres de la fenêtre au gazon, je dévalai le ravin, non sans tomber plusieurs fois et me souciant peu d'être vu. Je me suis fait à manger, dévorant d'abord avec enthousiasme, puis bien vite sans appétit. Maintenant, je n'ai presque plus de douleur. Je suis aussi plus calme. Je pense, quoique cela paraisse absurde, que les gens du musée ne m'ont peut-être pas vu. Voici la fin de la journée et personne n'est venu me chercher. Tant de chance fait peur. Je possède une donnée qui peut servir au lecteur de ce rapport à préciser la date de la seconde apparition des intrus. Les 2 lunes et 2 soleils ont été vus le jour suivant. Il pourrait s'agir d'une apparition locale. Cependant, il me semble plus probable qu'il s'agisse d'un phénomène de mirage provoqué par la lune ou le soleil d'une part, la mer et l'air d'autre part, visible seulement de Rabaul et de toute cette région. J'ai observé que ce second soleil, une image peut-être de l'autre, est beaucoup plus violent. Il me semble qu'entre hier et avant-hier, il s'est produit une hausse infernale de la température. On dirait que le nouveau soleil a ajouté au printemps un été caniculaire, infernal. Les nuits sont très claires.
Il y a comme une lueur polaire errant dans l'air. Toutefois, je suppose qu'il n'y a pas grand intérêt à parler ici des 2 lunes et des 2 soleils. Le phénomène a dû être connu partout, soit par l'observation directe, soit au travers d'informations plus doctes et complètes. Je ne le rapporte pas pour sa valeur poétique ou comme une curiosité, mais afin que mes auditeurs, qui reçoivent des journaux et tiennent des éphémérides, puissent dater ces pages. C'est la première fois que nous vivons des nuits avec 2 lunes, mais l'on a déjà vu 2 soleils. Cicéron en parle dans son De Natura Deorum. Tum suol, quodute patre odivi, tuditamo et Aquilio consulibus et venerat. Je ne crois pas avoir mal cité. Au collège Miranda, Monsieur Lobre nous a fait apprendre par cœur les 5... Note des éditeurs. Dans cette citation, en l'occurrence, il se trompe. Il oublie le mot le plus important qui est geminatus et qui pourrait se traduire par jumeler, doubler, répéter ou réitérer. La citation exacte est Tum sole geminato quod ut e patre audivi, tuditano et aculiano consulibus et venerat, quoquidem anno Publius Africanus sol alter extinctus est. Voici une traduction. Les 2 soleils qui, d'après ce que j'ai entendu dire à mon père, ont été vus sur le consulat de Tuditanus et d'Aquilius, en la même où s'éteignit cet autre soleil de Publius l'Africain. Cet extrait date de -183 avant notre ère. Je ne crois pas avoir mal cité. Au collège Miranda, Monsieur Lobre nous a fait apprendre par cœur les 5 premières pages du livre second et les 3 dernières du livre troisième. C'est tout ce que je sais de la nature des dieux. Les intrus ne sont pas venus me chercher. Je les vois apparaître et disparaître sur les bords de la colline. Notre âme est si imparfaite, et peut-être aussi à cause des moustiques, que j'ai eu soudain la nostalgie du passé, alors que je vivais sans l'espérance de Faustine, mais aussi sans angoisse. J'ai eu la nostalgie de ce moment où je me suis vu installé de nouveau au musée, maître d'une solitude domestiquée. Je me rappelle maintenant à quoi je pensais hier soir dans cette chambre éclairée avec insistance. C'était à la nature de ces intrus, aux relations que j'ai eues avec eux. J'échafaudais plusieurs explications. Il est possible que je sois atteint de la fameuse peste. D'où ses effets d'une part sur l'imagination des gens, la musique Faustine, et d'autre part sur le corps. D'horribles lésions peut-être, signes avant-coureurs de la mort, que les effets énumérés ci-dessus ne me permettraient pas de déceler. Il est possible aussi que l'air corrompu des basses terres, joint à une alimentation déficiente, m'ait rendu invisible. Les intrus ne m'ont pas vu, ou alors ils possèdent une maîtrise de soi surhumaine. J'écarte, avec la secrète satisfaction d'agir sagement, tout soupçon de simulation organisée policière. Objection. Je ne suis pas invisible pour les oiseaux, les lézards, les rats et les moustiques. Il me vint encore à l'esprit, bien confusément, qu'il pouvait s'agir d'êtres d'une autre nature, d'une autre planète, munis d'yeux, mais qui n'étaient pas faits pour voir, d'oreilles, mais qui n'étaient pas faites pour entendre. Je me rappelais qu'il parlait un français correct. Je poussais plus loin mes divagations.
J'imaginais que cette langue pouvait être un lien entre nos deux mondes, destiné à des fins plus précises. Et voici la 4e hypothèse. Je l'expose pour sacrifier à ma manie de raconter mes songes. Hier soir, j'ai fait ce rêve. J'étais dans un asile d'aliénés. Après une longue consultation, le procès, avec un médecin, ma famille m'avait conduit là. Le directeur était Morel. Par moments, je savais que j'étais dans l'île. Par moments, je croyais être dans l'asile. Par moments, j'étais le directeur de l'asile. Je ne crois pas nécessaire de prendre un songe pour la réalité, ni la réalité pour de la folie. 5e hypothèse. Les intrus seraient un groupe de morts, et moi un voyageur, comme Dante ou Swedenborg, ou bien un autre mort, d'une autre caste, à une phase différente de sa métamorphose. Cette île serait le purgatoire, ou le ciel de ces morts, ce qui implique la possibilité de plusieurs ciels. S'il n'y en avait qu'un et que tout le monde y aille, et que nous y attendent un mariage enchanteur et tous les mercredis littéraires, nous serions nombreux à n'être plus morts. Je comprenais maintenant pourquoi, dans les romans, les fantômes d'ordinaire se plaignent. Les morts continuent leur existence au milieu des vivants. Il leur coûte de changer leurs habitudes, de renoncer au tabac, à leur prestige de violateurs de femmes. Je fus horrifié à l'idée d'être invisible, mais ne me jouais-je pas la comédie à moi-même ? Horrifié à l'idée que Faustine, si proche, pût se trouver sur une autre planète. Le nom de Faustine me rendit mélancolique. Mais je suis mort, je suis hors d'atteinte. Je verrai Faustine, je la verrai s'en aller, et mes signaux, mes supplications, mes voix de fête ne l'atteindront pas. Ces horribles solutions-là sont des espérances frustrées. Le maniement de ces idées me procurait une réelle euphorie. J'accumulais les preuves qui présentaient ma relation avec les intrus comme une relation entre êtres vivant sur des plans distincts. Une catastrophe avait pu fondre sur cette île, dont les morts qui l'habitent, moi et les animaux, n'avaient pas eu conscience. Les intrus seraient arrivés par la suite. Que je fusse mort. Combien cette éventualité m'enthousiasma, vaniteusement, littérairement. Je récapitulais ma vie, mon enfance, guère stimulante, avec les promenades du soir sur le Paseo del Paraíso, le temps qui avait précédé ma détention comme étranger à moi-même, ma longue fuite, les mois passés sur cette île. La mort avait eu 2 occasions de s'en mêler à mon histoire. D'abord, lors des journées qui précédèrent l'arrivée de la police dans la chambre de l'infecte pension de famille rose et puante que j'habitais, 11 rue de l'Ouest, en face de la Pastora. Le procès aurait eu lieu devant les juges éternels. Ma fuite et mes voyages seraient le voyage au ciel, en enfer ou au purgatoire selon ma condamnation. L'autre occasion qu'avait eu la mort d'intervenir pouvait être le voyage en canot. Le soleil faisait fondre mon crâne et, quoique j'ai ramé jusqu'ici, j'ai dû perdre conscience bien avant d'arriver. Tous les souvenirs de ces journées sont vagues, à l'exception d'une clarté infernale, du balancement et du bruit de l'eau, d'une souffrance plus grande que toutes nos réserves de vie. Je songeais à cela depuis longtemps, au point que je m'en fatiguais et que je poursuivis avec moins de logique. Je ne pouvais être mort avant l'apparition des intrus. Dans la solitude, il est impossible d'être mort. Pour ressusciter,
Je dois supprimer les témoins. Ce sera une extermination facile. Je n'existe pas. Ils ne soupçonneront pas leur destruction. Je pensais aussi à autre chose, à une incroyable entreprise d'extase très intime, comme d'un rêve que je me racontais seulement à moi-même. C'est dans ces moments d'extrême angoisse que j'ai imaginé ces explications vaines et injustifiables. L'homme et le coït ne supportent pas de trop longues intensités. Je vis dans un enfer. Les soleils sont accablants. Je ne me sens pas bien. J'ai mangé quelques bulbes fort fibreux, semblables à des navets. Les soleils étaient au zénith, l'un au-dessus de l'autre, lorsque, à l'improviste, je crois n'avoir pas cessé jusqu'à cet instant de regarder la mer, un bateau est apparu tout près, au milieu des récifs. C'était comme si je m'étais endormi, et que je me fusse réveillé des secondes ou des heures après, sans m'être rendu compte que j'avais dormi ou que je me réveillais. Les mouches elles-mêmes volent endormies sous ce double soleil. C'était un bateau blanc, un cargo. C'est ma faim, pensais-je irrité. Ils viennent sans doute pour exploiter l'île. La cheminée, jaune comme les navires de la Royal Mail ou de la Pacific Line très haute, siffla 3 coups. Les intrus se pressèrent sur les bords de la colline. Quelques femmes firent des signaux avec leurs foulards. La mer était immobile. Du bateau, on mit à l'eau un canot automobile. Il fallut près d'1 heure pour faire fonctionner le moteur. Un marin, habillé en officier ou en capitaine, débarqua dans l'île. Les autres retournèrent au bateau. L'homme gravit la colline. Si grande était ma curiosité qu'en dépit de mes douleurs et de ces bulbes difficiles à digérer, je grimpai par un autre côté. Je le vis saluer respectueusement. On lui demanda s'il avait fait bon voyage, s'il avait tout obtenu à Rabaul. J'étais derrière un phénix agonisant, sans crainte d'être vu. Il me paraissait inutile de me cacher. Morel conduisit l'homme jusqu'à un banc. Ils se mirent à parler. Je savais déjà à quoi m'en tenir au sujet de ce bateau. Il devait appartenir aux intrus ou à Morel. Ils venaient les chercher.